Velveteen Dream avait tout pour devenir la prochaine grande star de la WWE. Un personnage unique, des capacités dans le ring impressionnantes pour son jeune âge, un bon niveau au micro, la validation des plus grands catcheurs. Mais en l'espace de 2 ans, il a complètement ruiné sa carrière, en vivant une descente aux enfers très sulfureuse qui semble avoir sali sa réputation pour toujours. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour vous raconter la gloire et la chute de Patrick Clark, un homme qui a poursuivi un grand rêve, mais dont la vie s'est transformée en cauchemar. Vous découvrirez entre autres comment des allégations de pédophilie ont détruit son image, comment il s'est fait arrêter à plusieurs reprises après avoir mordu un employé d'une salle de sport ou pour possession de cocaïne, et comment il a trouvé refuge dans le catch après une tragédie familiale, et aussi comment son comportement en coulisses a contribué à son licenciement de la WWE, quelle avait été sa source d'inspiration pour créer ce personnage exubérant, et même tout le bien que John Cena pensait de lui. Et vous ne devinerez jamais la gimmick très politiquement incorrecte qu'il avait eue avant de débuter à la télévision, ni ce que le catcheur EC3 l'accuse d'avoir fait dans une soirée à son appartement. N'hésitez pas à faire comme Yannick Forêt, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la gloire et la chute de Velveteen Dream, c'est parti! John Cena, une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps, a dit qu'il avait un bon pressentiment à propos de lui, qu'il était le catcheur qui représentait l'avenir à ses yeux, qu'il aimerait bien l'affronter. Pour Mr. You Can See Me, la fédération de Stamford devait investir en ce jeune homme. Quant à Shawn Michaels, lui aussi une des plus grandes légendes de l'histoire du catch, il a dit que ce jeune avait des capacités naturelles incroyables, qu'il avait une aisance impressionnante pour son âge, qu'il n'y a rien qu'il ne saurait pas faire, qu'il est totalement confortable dans chaque aspect du métier de catcheur. Le Heartbreak Kid a déclaré à propos de lui, et je le cite, « Je crois que ce jeune homme a quelque chose de spécial ». Et comme si ce n'était pas suffisant, Edge, la Retidar superstar, une personne qui sait de quoi elle parle, vu sa carrière dans ce business, a dit que c'était incroyable d'être à son niveau après à peine quelques petites années dans cette industrie, et qu'il allait être un des meilleurs dans les temps à venir. Tous ces éloges, et pas de n'importe qui en plus, étaient tous à propos d'un seul et même catcheur, Velveteen Dream. Et c'est clair et net qu'avec de tels commentaires positifs sur lui de la part de ces légendes, on pouvait rêver très grand. Et pourtant, comme vous allez le voir, rien ne s'est passé comme on aurait pu l'imaginer, puisqu'il connaîtra une descente aux enfers totale. Néanmoins, avant d'en arriver là, son parcours avait tout d'une success story. On peut dire qu'il était une incarnation du rêve américain en quelque sorte. Son vrai nom est Patrick Clark, et il est né le 19 août 1995 à Washington DC. Son enfance a été marquée très tôt par une tragédie horrible. Alors qu'il n'avait que 2 ans, son père, qui était impliqué dans des histoires de gang, se faisait poignarder et tuer. Quand par la suite il apprendra par sa mère que son beau-père n'est donc pas son père biologique, qui a donc été assassiné, et qu'il connaîtra également une autre épreuve très difficile lorsque sa grand-mère qui avait aidé à l'élever sera atteinte d'un cancer du sein, il se réfugiera dans un échappatoire qui va vraiment lui sauver la vie. Le catch. À l'âge de 8 ans, alors qu'à la WWE on était au balbutiement de l'ère de la Ruthless Aggression donc, il devient fanatique de superstars comme l'Undertaker, Kurt Angle ou Triple H. C'est quelque chose qui le captive, notamment un segment précis à SmackDown où le Deadman était d'un coup apparu pour attaquer Angle qui était en fauteuil roulant. Et dès l'âge de 12 ans, cette passion qu'il a trouvée l'a tellement aidé qu'il décide de devenir catcheur pour lui aussi sauver la vie d'autres personnes, tout comme la WWE a sauvé la sienne. Il dit même que des superstars comme l'Undertaker, JBL ou Batista représentaient des figures paternelles pour lui, à cette époque où il en avait beaucoup besoin. Après avoir été impliqué pendant des années dans le Junior Reserve Officers Training Corps, qu'on peut décrire comme un programme destiné aux jeunes leur permettant de déjà travailler dans l'armée américaine, il commence la lutte dans l'académie militaire de Forestville en 2011, dans l'état du Maryland, puis en 2014, il s'entraîne à la promotion locale de la Maryland Championship Wrestling à partir de juin. Là-bas, il progresse rapidement, est diplômé après seulement 4 mois de pratique, et dès l'automne, il a son premier match sur le circuit indépendant sous le nom de Rick Powers. Il va avoir de multiples expériences dans diverses fédérations, notamment en équipe avec celui qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Lio Rush, mais ce qu'il a vraiment fait exploser pour de bon, c'est clairement sa participation à l'émission de la WWE Tough Enough en 2015.
Dans ce show de télé-réalité, plusieurs candidats, qui doivent vivre ensemble dans la même maison, s'affrontent pour décrocher un contrat à la WWE. Et Patrick Clark aura vraiment l'occasion d'y prouver tout son potentiel, alors qu'il n'avait que 19 ans, ce que je trouve incroyable personnellement. Mais peut-être que c'était justement une opportunité immense qui arrivait trop tôt pour lui, comme vous allez le voir. En effet, d'un côté, on peut dire qu'il y a brillé. Dans cette saison à laquelle ont participé Mandy Rose, Sonya Deville et Chelsea Green, Patrick était largement le meilleur à mes yeux. J'étais fan de lui à titre personnel, parce qu'il avait du charisme, un bon look, il était là pour travailler dur, il avait de la discipline. Il était également celui qui était le plus passionné de catch et qui connaissait le plus de choses sur ce business par rapport à tous les autres candidats. J'étais fan de lui et je le voyais même comme un John Cena noir. Dans la vidéo qu'il avait faite pour se présenter, il disait que la WWE l'avait empêché de vriller et de tomber dans la délinquance, qu'il était déterminé à vivre sans la peur de la mort. Une promo très personnelle donc. À travers différentes épreuves, on a déjà pu se rendre compte qu'il était un excellent athlète, qu'il était totalement à l'aise dans l'entrée qu'il avait dû faire et dans laquelle il avait pu faire étalage de toute sa créativité. Par contre, ce qui lui a coûté son passeport pour l'élimination dès le 5e épisode malheureusement, c'est son arrogance. Certes, il disait aux autres que lui était passionné, alors qu'eux étaient là pour l'argent, ce qui était peut-être vrai par ailleurs. Mais en étant le meilleur candidat dans cette émission, il a pris la grosse tête. On l'a parfois vu narguer les autres ou les prendre de haut, manquer d'humilité, faire le malin quand tout se passait bien pour lui. Cette attitude a dû déplaire aux téléspectateurs, même s'il a déclaré des années plus tard qu'il amplifiait beaucoup sa personnalité de base pendant cette émission, parce qu'il savait qu'elle était regardée par beaucoup de personnes. En fin de compte, le temps montrera quand même qu'il était le meilleur candidat de Tough Enough cette année-là, puisque le vainqueur chez les hommes, le Yeti Josh Bradle, se fera virer par la WWE 2 ans plus tard, après avoir eu seulement une poignée de matchs dans des shows non télévisés de NXT qu'il a tous perdus en plus. Alors que Patrick, lui, signera quand même à la WWE malgré son élimination en octobre 2015. Dans la plus grande entreprise de catch du monde, il aura l'occasion de s'entraîner au Performance Center. Et figurez-vous que sa première gimmick sera controversée et quand même audacieuse dans l'environnement habituellement apolitique de la WWE. Il jouera un défenseur de Donald Trump, qui était en pleine campagne présidentielle à cette époque. C'est une gimmick qu'il n'aura jamais l'occasion de présenter dans un show télévisé. Et ce qu'on peut surtout retenir de ses premiers mois à NXT à l'époque, c'est quelques rares apparitions à l'écran où il perdait en quelques minutes, et surtout, plus de 70 matchs dans des house shows. Pendant tout ce temps, on peut supposer qu'il a pu imaginer comment il pourrait vraiment réussir à la WWE, être une superstar unique, se démarquer pour véritablement exploser. Et dans un segment qu'il a eu en octobre 2016 avec Shinsuke Nakamura, le champion NXT à ce moment-là, on peut déjà voir les bases de ce qui va caractériser son personnage de Velveteen Dream. Dans ce segment où il va venir défier le japonais, on peut remarquer plusieurs choses. Certes, il utilise encore son vrai nom de Patrick Clark, mais il se décrit comme « Your Velveteen Dream », ce qu'on pourrait traduire par « votre rêve de velours ». On imagine qu'il avait donc déjà en tête tout un nouveau personnage. Et bien évidemment, on remarque son look bien plus flashy et exubérant, avec notamment ses boucles d'oreilles, ce bandana exotique, cette petite décoration rose au niveau du visage et cette chemise blanche grande ouverte. Derrière ce look, on sent que Patrick a été inspiré par le chanteur Prince, qui venait de décéder quelques mois plus tôt, et qu'il qualifiera d'influence principale pour son personnage de Velveteen Dream. Pour l'anecdote, sa prise de finition s'appellera même le Purple Rainmaker, une référence directe à Purple Rain, la chanson la plus connue de Prince. En soi, je trouve que c'est toujours une bonne idée de trouver l'inspiration dans la pop culture, puisque cela augmente en quelque sorte les chances que les téléspectateurs connectent avec le catcheur. Vu la popularité de Prince, qui a vendu plus de 150 millions d'albums dans le monde, et qui était clairement un personnage mainstream, on peut penser que des personnes qui ne seraient pas des fans hardcore de catch par exemple, pourraient voir Velveteen Dream et être intriguées par cette ressemblance avec Prince, se souviendraient plus facilement de lui. C'était donc une idée pertinente de Patrick pour se différencier. En tout cas, dans ce segment, on voit déjà qu'il est à l'aise au micro. Quelque chose qui pourra donc le distinguer encore plus à NXT, où la plupart de ses collègues ne sont pas extraordinaires dans ce domaine, et où on jure surtout par le in-ring. Mais par la suite, il aura l'occasion de prouver que dans ce domaine-là aussi, il est bon. Dans sa courte promo avant de se faire tataner par Nakamura, il dira également l'expression « The Patrick Clark Experience ». Quelque chose qui connote l'idée qu'il veut faire vivre une expérience au public, un moment spécial, faire ressentir des choses différentes de tous ses collègues. Et c'est exactement cet esprit-là qu'on retrouvera dans les vignettes qui seront diffusées de son nouveau personnage quelques mois plus tard, en mai 2017.
Pendant plusieurs semaines, la WWE préparera l'arrivée de ce Velvet in Dream, même si c'était surtout une même vignette diffusée plusieurs fois avec des minuscules différences. Et je dois dire que je trouve qu'un effort créatif plus conséquent aurait pu être fait par la WWE, même si d'un autre côté, c'est une technique pour s'assurer que ceux qui ne l'auraient par exemple pas vu la fois précédente la voient. On y voyait Patrick dans un éclairage sombre qui faisait qu'on voyait surtout sa silhouette, entouré de fumée rose avec une voix féminine sensuelle qui disait entre autres les mots captivant, enivrant, expérience. Et le tout avec en musique de fond un morceau avec une ligne de basse au synthétiseur qui crée tout de suite une ambiance envoûtante, qui se veut plutôt sexy et mystérieuse. On y remarque également des mots écrits avec une typographie qui brille et qui est tape à l'œil. En se mettant à la place d'un téléspectateur qui découvre cela, on se dirait sans doute « Voilà un personnage plutôt intriguant qui semble singulier ». Par contre, c'est sûr qu'on est aux antipodes d'un personnage viril et dur à cuire à la Stone Cold Steve Austin ou à la Batista. Et ce qui est intéressant à souligner également, et c'est quelque chose qui est aussi frappant dans son premier match officiel dans ce rôle à la fin du mois de mai, c'est que ce personnage flamboyant et plutôt efféminé est vraiment à l'opposé du Patrick Clark qu'on a vu à Tough Enough 2 ans plus tôt. C'est de toute façon ce qu'il a lui-même dit, et c'est ce qu'on remarque en le voyant en interview, où il est bien plus sobre, posé, masculin. Il a d'ailleurs déclaré à propos du Patrick qu'il était dans Tough Enough qu'il était un smart mark de catch, à savoir un fan obsédé par le catch à un point où il l'appréhende comme si c'était un vrai sport. À propos de la création de Velvet in Dream, voici ce qu'il a déclaré et qui synthétise bien ce contraste avec sa personnalité dans la vraie vie. Velvet in Dream est un personnage que j'ai passé des années à développer pour essayer d'y donner vie. Le succès de ce personnage repose beaucoup sur le kayfabe et ma capacité à effacer le Patrick Clark de Tough Enough avec cette personnalité extravagante. Le personnage a été conçu le jour où Prince nous a quittés, le 21 avril 2016. Je ne connaissais rien de lui à l'époque, mais je pensais que je pourrais me servir de mon interprétation de Prince pour créer une personnalité à l'écran qui serait très différente de qui je suis en tant que personne. Dans son entrée dans ce premier match qu'il a eu dans ce rôle, qu'il a gagné en moins de 3 minutes, on remarque l'éclairage très rose et la fumée, comme dans les vignettes. Une musique avec une vibe vraiment cool qui rappelle Prince justement, et où on entend la voix de Patrick lui-même en plus. Toujours ce look flamboyant avec des bijoux, des petites lunettes qui vont devenir sa marque de fabrique, un pantalon violet. Dans sa gestuelle, ce qui est tout de suite frappant, c'est les mimiques qu'il fait avec ses lèvres, sa langue, celle du baiser. C'est clairement sexualisé, et on ne peut qu'admirer le travail de Patrick Clark pour complètement se mettre dans la peau d'un personnage. Dans le ring, on voit bien sûr qu'il a un bon physique, il fait d'ailleurs 1m88 pour 103 kg. Il est très athlétique et capable d'être très dynamique, et surtout, il a une prise de finition où il fait une descente du coude de la 3ème corde qui n'est pas sans rappeler celle du Macho Man Randy Savage, qui a peut-être servi d'inspiration pour son côté très flamboyant. En tout cas, dès ses débuts, on voit tout son potentiel. Il vit vraiment cette gimmick à fond. Et pas seulement dans le ring, puisque dans les interviews et les séances de dédicaces qu'il faisait, il ne sortait jamais de son personnage. On peut dire qu'il était fidèle à une tradition du milieu du catch de préserver à tout prix le kayfabe. Comment est-il devenu un des meilleurs catcheurs de NXT? Comment tout son potentiel a-t-il pu être complètement gâché? Comment la vie de Velvet in Dream s'est-elle transformée en cauchemar? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour le savoir. La rivalité qui a vraiment fait exploser Velvet in Dream et qui l'a clairement mis sur la carte chez tous les fans de catch, c'est celle qu'il a eue contre Aleister Black à partir du mois de septembre 2017. C'était la première vraie feud poussée qu'il avait du côté de NXT et elle était basée sur quelque chose de très intéressant en soi. Le contraste énorme entre Aleister Black, ce catcheur très ténébreux et inexpressif, et Velvet in Dream, qui est au contraire très coloré et hyper expressif. Et l'histoire était très simple. Dream voulait que Black lui accorde son attention, qu'il le prenne au sérieux, qu'il dise son nom. L'expression « Say my name » est revenue plusieurs fois d'ailleurs tout au long du programme, et c'est quand même marquant d'avoir une phrase qui est autant associée à une rivalité. Le fait est que pour obtenir l'attention et la reconnaissance du néerlandais, Velveteen allait l'harceler. Interrompre son segment, l'attaquer pendant son entrée, apparaître sur la rampe à la fin d'un match de Black en portant la veste du Hollandais, en lui criant de dire son nom, l'attaquer à nouveau pendant son entrée en apparaissant derrière lui. Tout cela mènera à un match à NXT TakeOver War Games le 18 novembre qui sera mémorable. On y ressentait clairement l'opposition de style entre les deux hommes en termes de personnalité. Et j'aimerais aussi faire remarquer que dans la storyline, Velvet in Dream avait dit à un moment à Aleister Black de le reconnaître, en disant « Acknowledge me », ce qui deviendra 3 ans plus tard la gimmick du chef de la tribu, Roman Reigns.
Un détail que je trouve génial dans ce match, et c'est un effort que Dream a fait qui reflète son investissement dans cette histoire, c'est le pantalon qu'il portait sur lequel était dessinée leur tête. Un détail qui n'est pas sans rappeler le jour où le vétéran Rick Rude avait la tête de la femme de Jake Roberts, son rival, sur son pantalon. Ce qui est également remarquable dans la performance de Velveteen Dream dès son entrée, c'est qu'il est à l'aise devant la caméra, qu'il demande même la caméra, qu'il est à fond dans son rôle. Le match était très progressif, avec d'abord toute une phase où on avait un catch très technique, où l'un cherchait à rentrer dans la tête de l'autre. Il y avait notamment ce moment où Velveteen dansait et se déhanchait face à un Aleister Black assis les jambes croisées. C'était vraiment l'exubérance face à l'austérité. Regardez ce décalage incroyable. Tout au long du match, Dream était très expressif, parlait beaucoup. Il disait même à l'arbitre de demander à Black de dire son nom après une phase de domination. Le match finirait par s'accélérer après plusieurs false finishes, et les fans de NXT pouvaient se réjouir et chanter « This is awesome ». La force de ce match était vraiment qu'il y avait une histoire, au-delà des prouesses athlétiques. Velveteen Dream voulait être reconnu par son rival. Et en fin de compte, c'était bien écrit, parce que dans le dénouement du match, après une séquence où il s'était retrouvé à la merci de son adversaire en étant bloqué dans les cordes, Dream allait perdre en se prenant un Black Mass en pleine tête. Mais après le match, Black prenait le micro et lui disait « Profite de l'infamie, Velveteen Dream ». Après plusieurs semaines, et après un match où son rival avait obtenu son respect, le natif d'Alkmaar aux Pays-Bas avait enfin dit son nom. Alors même s'il avait perdu, Dream était comme reconnu pour son talent. Il en sortait même grandi. De nombreux médias de catch décriront cet affrontement comme la meilleure performance de la carrière de Velveteen. Et la rivalité entre les deux hommes sera même élue rivalité de l'année au NXT Year End Awards de 2017. Désormais, Patrick Clark était devenu un des tout meilleurs catcheurs du show jaune et noir. Son talent était connu dans toute la sphère du catch, et la période la plus glorieuse de sa carrière pouvait commencer. Entre 2018 et 2020, Patrick Clark a connu les 2 meilleures années de son parcours. Il y a eu de multiples matchs mémorables qui ont ébloui les fans et a su s'établir comme un des catcheurs les plus importants de NXT alors qu'il n'avait même pas 25 ans. En avril 2018, dans ce vent de fraîcheur que représentait NXT TakeOver New Orleans, Velveteen Dream participait à un match qui allait être noté 5 étoiles par le journaliste Dave Meltzer et que de nombreux fans hardcore de catch considéreront comme le meilleur match de l'échelle de l'histoire. Celui qu'il a eu contre Adam Cole, EC3, Killian Dane, Lars Sullivan et Ricochet, pour être le premier à décrocher le titre nord-américain de NXT. Et c'est Cole qui le gagnera. Il avait duré une 30aine de minutes avec de multiples spots et acrobaties en tout genre. Même si Velveteen n'avait pas gagné, il avait eu l'occasion d'y montrer tout son talent d'une perspective purement sportive. Et une fois de plus, il bénéficiait d'une visibilité importante pour faire étalage de toutes ses capacités. Une autre chose qu'il a faite en 2018 que je trouve absolument incroyable et qui symbolise bien toute sa personnalité et sa détermination à réussir à la WWE est la suivante. Le 18 août, alors qu'il affrontait EC3 au NXT TakeOver de Brooklyn, un adversaire dont on reparlera pour des raisons bien différentes dans quelques minutes, Velveteen Dream portait un pantalon à l'arrière duquel il y avait écrit « Call me up, Vince ». Alors à ce moment-là, c'est important de saisir la subtilité de ce message. On imagine que c'est adressé à Vince McMahon, le patron de la WWE à ce moment-là, et qui lui dit de l'appeler dans le roster principal, du côté de Monday Night Raw et SmackDown, ce qui est quand même censé être l'objectif de tout catcheur de NXT en principe. En soi, c'était quand même un acte très audacieux, et vu que cela allait également avec une succession de performances de haute volée de Dream, on imagine que Vince McMahon a dû apprécier le culot et le caractère qu'il y avait derrière cette démarche. Mais en réalité, on apprendra par la suite que ce n'était pas du tout ce que Patrick Clark avait voulu dire. En réalité, c'était un message destiné à un ami à lui qui s'appelle Vince, qui avait perdu son téléphone, et lui demandait tout simplement de l'appeler. Une anecdote assez cocasse, même si on se doute que Patrick a bien évidemment voulu jouer sur ce double sens, pour qu'on croie que c'était adressé à Monsieur McMahon. En tout cas, le ce Weeble Assassin, celui dont il était fan quelques années en arrière, et qui était son patron dorénavant, a dit à propos de Velveteen Dream: c'est le genre de mec qui est prêt à faire des choses même si personne ne le soutient. Il est prêt à prendre ce risque. C'est contre Tommaso Ciampa, à l'occasion du show War Games le 17 novembre 2018, qu'il aura ce qui restera un des matchs phares de sa carrière. Et l'enjeu était de taille. Le titre principal de NXT. En l'espace d'une année donc, Velveteen avait gravi les échelons et était déjà tout proche du sommet de cette division. Et ce qui est déjà très marquant dans ce match, c'est que le Dream portait une tenue qui imitait ouvertement Hulk Hogan, la célèbre superstar des années 80, qui avait même été un des juges de l'émission Tough Enough à laquelle Patrick avait participé.
Toute sa tenue, de l'écharpe à plumes à la ceinture, en passant par le débardeur qui rappelait évidemment la célèbre faction NWO dont Hogan avait été le leader, recopiait parfaitement le Hulkster quand il était dans sa gimmick Hollywood. Un choix pertinent vu que le show se déroulait à Los Angeles et encore un pari audacieux. Même dans sa gestuelle, au moment de demander à chaque partie du public de faire du bruit, il maîtrisait totalement l'imitation de Hulk Hogan. Et ce dernier remerciera Patrick dans un tweet de maintenir le rêve en vie. Juste avant le match, Velveteen Dream était même allé jusqu'à dédier son compte Twitter à ce personnage avant de le changer. Dans ce match contre Ciampa, la qualité que j'apprécie tout particulièrement chez Velveteen, c'est qu'il est expressif, qu'il fait du trash talking, qu'il parle beaucoup à son adversaire. Il parvient à faire vivre une histoire, et tout ne repose pas sur les prises chez lui. Il y démontrait qu'il était capable de jouer avec le public et de le faire réagir sans avoir besoin de prouesses techniques. Entre ses capacités physiques, son style de catch qui peut parfois être aérien, son acting, son jeu avec la foule, Patrick Clark est vraiment un catcheur complet dans le ring. Une nouvelle fois, il perdait, mais il s'en sortait avec les honneurs et une belle performance dans un match qui avait été de plus en plus intense. Le seul bémol que je lui mets en tant que catcheur personnellement, c'est que je ne sais pas s'il serait crédible physiquement à côté d'un poids lourd tel que l'Undertaker par exemple. C'est sûr qu'à NXT, il semblait surnager au niveau du physique, vu qu'il y a affronté pas mal de poids légers. Mais je demande à voir son alchimie et sa crédibilité à côté d'un adversaire vraiment intimidant. Par contre, une force qu'il a, c'est qu'avec son côté flashy et flamboyant, il peut créer un gros contraste avec n'importe quel rival très sérieux et sobre. En tout cas, cela ne l'empêchera pas de continuer sa route vers le sommet à NXT, puisque lors du week-end du Royal Rumble Access début 2019, il va gagner le tournoi Worlds Collide en battant Tyler Bate en finale, ce qui lui offrira une opportunité pour le titre nord-américain de NXT contre Johnny Gargano le 30 janvier. Un élément que j'ai bien aimé ce jour-là, c'est que le titantron derrière lui soit raccord avec sa pose au début de son entrée. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas son arrivée dans l'arène et son style général, on peut tout de même lui reconnaître ses efforts au niveau de ses tenues qu'il a régulièrement changées. Et on ne peut pas enlever à son entrée que c'est un moment avec une identité et une mise en scène unique. Ce jour-là, il triomphait de Gargano, et pour lui c'était très marquant, puisque c'était son premier titre à la WWE par le trident de Poséidon. Son règne dura une bonne partie de l'année 2019, jusqu'à ce qu'il le perde contre Roderick Strong en septembre. Dans ce règne, j'aimerais relever une promo qu'il avait eue avec celui qui adorait faire des selfies, Tyler Breeze. Ce jour-là, en le voyant faire son entrée avec cette tenue encore différente, on se dit qu'il est vraiment fait pour le spotlight. Et on ne peut que se dire qu'avec des costumes plus traditionnels et avec des lunettes de soleil Aviator par exemple, il pourrait dégager un charisme incroyable. Dans cette promo, il était encore une fois à l'aise, toujours en train de réagir à ce que Breeze lui disait et en train d'exprimer une émotion. C'est par contre dommage que sa voix ne soit pas plus grave et rocailleuse, comme le Macho Man par exemple. Mais après tout, il n'avait que 24 ans. On pouvait vraiment imaginer le meilleur pour lui à cette époque. Avec les éloges de multiples légendes sur lui, sa passion pour le catch et son jeune âge, n'était-il pas le catcheur idéal pour devenir le visage de la WWE dans la décennie suivante ? Alors qu'il semblait sur le point d'affronter Adam Cole pour le titre NXT au takeover de Tampa Bay lors du week-end de WrestleMania et peut-être devenir le champion du show jaune et noir, tout allait tomber à l'eau à cause du contexte sanitaire global. Mais surtout, le monde de Velveteen Dream allait s'effondrer pour d'autres raisons bien plus sombres. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais vous demander de mettre un petit like si vous passez un bon moment. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et si en plus vous vous abonnez, vous me faites rêver. À partir du printemps 2020, Velveteen Dream a connu une longue descente aux enfers qui semblait encore impensable quelques mois avant et qui a eu des conséquences très négatives sur sa carrière. À cette époque, le monde du catch était marqué par le mouvement Speaking Out, qui était en quelque sorte l'équivalent catchesque du mouvement MeToo, dans lequel des personnes affirmant avoir été victimes d'abus émotionnels, physiques et sexuels dénonçaient publiquement leurs agresseurs. Et c'est ce mouvement qui a donné l'impulsion à la longue chute de Velveteen Dream, puisqu'à cette occasion, des allégations graves sont sorties contre lui. Il était accusé par plusieurs personnes d'avoir envoyé des photos explicites à des mineurs, et il sera même qualifié de prédateur d'enfants, avec des captures d'écran a priori fiables à l'appui. Bien que Patrick Clark ait fermement nié ces allégations dans un tweet en disant qu'il n'a jamais envoyé ces photos en question et qu'il n'a eu aucun échange inapproprié avec qui que ce soit, ces accusations qui l'ont associé à de la pédophilie ont détruit sa réputation.
À partir de ce moment-là, les réactions des fans n'ont plus été les mêmes. Son image était brisée. Bien que c'est fondamental de tenir compte du fait que cette grande réaction, majoritairement hostile de la part des fans à son égard, a été uniquement basée sur les témoignages des personnes qui se prétendaient être ses victimes, et des captures d'écran qui peuvent être truquées par n'importe qui. Ce n'était pas basé sur des éléments judiciaires. La raison pour laquelle c'est important d'insister sur cela, c'est parce qu'au cours d'un entretien réalisé avec le journaliste Chris Van Vliet en janvier 2024, Patrick Clark affirmera que tout est absolument faux, que ces allégations qui le font passer pour un pédophile et quelqu'un qui a commis des actes malveillants et sordides à répétition étaient une opération pour lui nuire. Pour se défendre, Patrick a mis en avant plusieurs éléments. Tout d'abord, il a rappelé que dans sa jeunesse, il a fait partie du programme Junior Reserve Officers Training Corps pendant 10 ans, qu'il a donc été un jeune marine de l'âge de 8 ans jusqu'à ses 18 ans, où il a régulièrement été dans des positions de leadership avec des personnes bien plus jeunes que lui. Il précise aussi qu'il a toujours été quelqu'un de pudique et de discret. Au niveau des fameuses captures d'écran qui prouveraient sa culpabilité, il a donné sa version de l'histoire, qui est bien différente de l'image qu'on a voulu donner de lui. Il raconte que le 24 avril 2020, 4 comptes bien précis qu'il a identifiés ont posté en même temps ces images qu'il qualifiera de fausses sur les réseaux sociaux. Selon lui, dans cette histoire, tout part d'une initiative qu'il avait prise au moment du confinement, qui était pourtant tout à fait louable de sa part. Pour soutenir ses fans qui avaient peut-être des difficultés à gérer cette période globale inédite, il avait déclaré qu'il ouvrait ses messages sur les réseaux sociaux et qu'il y répondrait. Dans le cas de ce certain Jacob Schmidt, qui est une des personnes qui l'accuse, Velveteen Dream dit que cette personne voulait ses conseils pour devenir catcheur et qu'elle lui avait demandé de lui envoyer un message vocal le décrivant physiquement pour s'assurer qu'il était bien le vrai Velveteen Dream. Un message vocal qu'il a ensuite utilisé contre le Dream sur les réseaux sociaux. Apparemment, Jacob a ensuite supprimé son compte Twitter lorsqu'il a été démasqué comme un membre d'un groupe anti-noir. Et un site qui publiait de fausses photos de plusieurs superstars dans des situations sexuelles a aussi été supprimé, en sachant que Patrick pense que c'est probablement de là que viennent les photos compromettantes de lui qu'il aurait soi-disant envoyées à ses mineurs. Et un élément également important, c'est que dans les messages audio qu'on a pu présenter comme des preuves, il était dans son personnage de Velveteen Dream pour préserver le kayfabe, avec une manière de parler qui peut paraître aguicheuse peut-être, alors que ce n'était pas le cas. En tout cas, dans tous ces échanges, il cherchait à aider des personnes, à être un mentor, quelque chose qu'il a été à de multiples occasions dans sa vie. Et c'est dans ce cadre qu'il posait des questions basiques aux personnes. Quand il demandait dans quelle école la personne allait, il dit qu'il n'y avait rien de malveillant, que c'était lié au catch. Et d'ailleurs, ce qu'il trouvait très ironique dans cette histoire, c'est que dans le jeu vidéo WWE 2K20, sorti en octobre 2019, le personnage du joueur est pris sous son aile par le personnage de Velveteen pour devenir une star de NXT. Et dans le cas de Joshua Fuller, qui a qualifié Patrick de pédophile qui ne devrait pas réussir dans le catch, il a expliqué qu'1 an avant les allégations, il essayait déjà de l'aider, parce que c'était un jeune catcheur. Au moment où celui-ci avait eu 2 commotions cérébrales, Patrick lui conseillait d'arrêter de catcher et d'aller voir des médecins. Mais vu que Joshua ne voulait pas l'écouter et continuait quand même à catcher malgré les gros risques qu'il y avait pour lui, Patrick a pris ses distances, parce qu'il ne voulait pas que cette histoire lui retombe dessus s'il arrivait un malheur à Joshua. C'est d'ailleurs ce dernier qu'il avait contacté en premier en mai 2016 en lui proposant d'aller faire un bowling au moment où il serait dans la même ville, après l'avoir rencontré dans un show indépendant. Joshua lui-même a écrit dans son texte qui accusait Patrick que celui-ci n'a jamais été directement sexuel envers lui. Et pourtant, il dit de lui que c'est un prédateur d'enfants. Un argument que le Velveteen Dream met beaucoup en avant pour se défendre contre ces graves accusations, c'est qu'il n'a jamais été arrêté ni condamné pour les choses dont on l'accuse. Quant à la WWE, elle a fait toute une investigation au moment de ces allégations et n'a rien trouvé de compromettant pour Patrick. Triple H lui-même a déclaré qu'il prenait cette affaire très au sérieux et qu'ils sont passés à autre chose à partir du moment où leur enquête n'a rien donné. Et par ailleurs, la raison pour laquelle il avait été retiré des shows télévisés à cette période n'avait rien à voir avec tout cela, puisque c'est en réalité parce qu'il avait eu un accident de voiture. Ce qui lui a fait beaucoup de tort dans cette histoire, c'est que les fans se soient contentés de lire les gros titres le concernant, qui comprenaient donc ses allégations, sans chercher à se renseigner sur tous les détails derrière. Et ce qui n'a pas aidé dans son cas non plus, c'est qu'il avait du mal à gérer toute cette épreuve qui lui tombait dessus, notamment par rapport à ses proches, et qu'il est longtemps resté silencieux. Et comme il l'a appris à ses dépens, quand on ne parle pas, on laisse un certain schéma narratif qui est peut-être complètement faux, grossir et grossir. En fin de compte, selon lui, tout cela était une vaste campagne pour provoquer son licenciement de la WWE. Et c'est bien ce qui a fini par arriver.
Après un dernier match contre Adam Cole en décembre 2020, il se faisait renvoyer de la fédération de Stamford en mai 2021. Bien qu'on lui ait dit qu'il était licencié à cause de coupes budgétaires, il considérait que ses allégations contre lui avaient cassé tout son momentum. Et dans les 2 ans et demi qui vont suivre, pendant lesquels il est resté vivre à Orlando, alors qu'il dira avec le recul qu'il aurait dû partir, la vie de Patrick Clark va encore plus s'effondrer, avec une série d'arrestations. En novembre 2021, soit 6 mois après son licenciement de la WWE, alors qu'un policier l'avait interpellé parce que les phares de son véhicule n'étaient pas allumés, il a été arrêté pour possession de cocaïne. A priori, il y avait le festival Hocus Pocus à Miami et il s'était procuré un sachet de cocaïne qu'il avait mis dans son porte-monnaie. Et au moment de chercher sa carte d'identité à la demande du policier, c'était tombé. Par contre, Patrick nie avoir consommé la cocaïne devant l'agent alors qu'on pouvait lire le contraire dans les médias. En avril 2022, pour ce qui était arrivé en novembre, et non pas pour la moindre histoire sexuelle dont on a pu l'accuser, Patrick était condamné à une période de probation de 12 mois. À cette époque, il a fait une cure de désintoxication, 25 heures de travaux d'intérêt général, mais alors qu'il était à 2 semaines d'avoir définitivement réglé toute sa situation, il aura de nouveaux soucis. En août, il se fera arrêter pour s'être énervé à une salle de sport quand un employé lui avait dit qu'il ne pouvait pas rester dans une certaine zone de la salle qui était en train d'être nettoyée. Ce jour-là, il a menacé de mort, frappé et même mordu l'employé quand ce dernier lui a demandé de partir. Dans la vidéo de son arrestation, on le voyait dans un état hystérique où il criait sur les policiers. Par contre, Patrick nie avoir explosé la tête de qui que ce soit contre la fenêtre d'une voiture. Tout cela lui a valu d'être emprisonné, mais c'est son ami Ashante Adonis du clan Hitro à la WWE qui a payé la caution de 1200 $ pour le libérer. Mais 4 jours plus tard, il était une nouvelle fois arrêté après qu'il y a eu un mandat contre lui pour s'être fait arrêter pendant sa période de probation. À ce moment-là, il va être incarcéré pendant 18 jours, une période qu'il a très mal vécue. Plus tard, il s'excusera auprès de cet employé d'avoir laissé le bazar dans sa vie impacter la sienne, et le remerciera de ne pas l'avoir poursuivi pour cet incident. Ce qui a également aggravé le cas de Velveteen Dream, c'est ce que son ancien collègue de NXT EC3 a raconté à son sujet. Selon EC3, lors d'une soirée qu'il avait organisée chez lui dans laquelle il y avait Patrick, 2 autres anciens talents de la WWE et une femme, Patrick avait laissé son téléphone portable dans les toilettes d'une façon à filmer les parties intimes des personnes qui y venaient. C'est quelque chose qui a été totalement nié par Velveteen, qui dit que son téléphone était simplement posé dans les toilettes, mais qu'il n'a jamais voulu filmer quoi que ce soit à l'insu de ses camarades. Il affirme également que c'était une soirée où ils avaient tous pris de la cocaïne et qu'EC3 a un problème avec la consommation de drogue dont il ne se rend pas compte. C'est une histoire dans laquelle les 2 hommes s'accusent mutuellement de mentir, donc c'est compliqué de savoir qui dit la vérité. Par exemple, EC3 affirme avoir rapporté cet incident à la WWE qui était au courant, alors que Velveteen Dream dit que c'est faux. Plus généralement, ce qui a vraiment contribué à ce que Patrick soit de moins en moins apprécié par ses collègues à la WWE, et ce qui a joué un rôle important dans son licenciement, c'est surtout son attitude en coulisses. Le journaliste Brian Alvarez a raconté qu'apparemment, son personnage de Velveteen Dream déteignait sur son comportement dans la vraie vie. Il ne parlait à personne, il avait la grosse tête. On imagine que tous les éloges de légende du catch à son égard y ont contribué. Il était distant. Il y avait d'ailleurs une rumeur selon laquelle, alors qu'il était encore à la WWE, il avait été suspendu en douce pour avoir été contrôlé positif à la cocaïne. Comme Triple H l'a dit à propos de lui en octobre 2020, Dream est un de ces mecs qui n'a pas encore vraiment trouvé qui il veut être. Je pense que cela pèse sur lui parfois. Son immaturité dans sa vie personnelle se retrouve dans sa vie professionnelle et rend les choses compliquées pour lui parfois. En tout cas, ne pas être aimé par ses collègues, qui lui reprochaient aussi d'avoir droit à un traitement spécial, les accusations de plusieurs personnes le faisant passer pour un délinquant sexuel, et le fait d'être devenu controversé parmi les fans l'ont rendu persona non grata à la WWE. Après toutes ces histoires, en n'étant même pas encore âgé de 30 ans, Patrick Clark semblait définitivement avoir gâché le destin brillant de superstar du catch qui lui tendait les bras. De quoi son avenir est-il fait? A-t-il une chance de quand même devenir la prochaine grande star de la fédération de Stamford? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Début 2024, Patrick Clark a posté une vidéo d'excuses sur son compte Instagram. Il s'y excusait auprès de la WWE, aux fans, à Triple H, à Shawn Michaels qui a été un mentor pour lui, et disait aller bien mieux intérieurement. Suite à tous ces problèmes qui ont beaucoup nui à son image, il a quitté Orlando et s'est éloigné du catch pour aller vivre dans une ferme chez son cousin.
Il a eu besoin de plusieurs années pour vraiment s'exprimer à propos de toute cette chute qu'il a vécue. Et c'est tout à fait respectable que dans sa vidéo d'excuses, il se responsabilisait. Il ne faisait porter le chapeau à personne. Dans sa nouvelle vie, dans laquelle il est aussi accompagné par son chien Bubby, il dit être heureux, dans un environnement plus humain. Avec son cousin, il cultive de l'ail noir, de la patate douce, il nourrit des poules. Il semble s'être trouvé en tant qu'être humain, en ayant pris cette distance du catch qui a toujours été son échappatoire ultime. Toutefois, il a déclaré qu'il accepterait les propositions de booking qu'on pourrait lui faire, et en février 2024, il a fait son retour dans le monde du catch lors d'un show indépendant pour la promotion Dynasty à Albany, dans l'état de New York. Un show qui s'appelait It Was All a Dream, ce n'était qu'un rêve. Il y catchait sous le nom de Velveteen Man et lançait un Open Challenge, pour ensuite battre un certain Alec Odin dans le main event. Il a eu la chance d'avoir une promotion qui soit prête à lui donner une nouvelle opportunité. Mais est-ce que la WWE pourrait faire de même? Après tout, au moment de faire ce retour dans le catch, il a encore potentiellement une bonne quinzaine d'années devant lui, et il n'a jamais été dans le roster principal de la fédération. Personnellement, je l'imaginerais bien dans un personnage peut-être moins exubérant et plus militaire. Et je pense qu'il aurait de l'alchimie avec Roman Reigns, John Cena et d'autres. Néanmoins, il avait milité pour revenir à la WWE au moment où Triple H en était devenu le responsable créatif à l'été 2022, mais a priori, en interne, il serait perçu comme un cauchemar en termes de relations publiques. On verra de quoi l'avenir est fait pour Patrick Clark, mais en tout cas, à ses yeux, il déclarait en janvier 2024 que le personnage de Velveteen Dream était enterré désormais, à l'image de tout ce passé dont il souhaite s'éloigner et auquel cette gimmick restera toujours associée. Bien qu'au final, il a fait son retour dans le catch dans ce même personnage. Comme il l'a lui-même dit, et ce sera le mot de la fin, le rêve n'est pas fini, mais Velveteen Dream l'est. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur la gloire et la chute de Velveteen Dream. On a pu voir à quel point tout est allé très vite pour lui au début de sa carrière, de sa participation à Tough Enough jusqu'à son explosion du côté de NXT, dans cette discipline du catch qui lui a sauvé la vie dans une enfance difficile. Avec le personnage unique qu'il avait et son arsenal vraiment complet en tant que catcheur, il avait l'air d'incarner la prochaine grande star de la WWE, comme John Cena et d'autres l'ont remarqué. Mais son immaturité, qui peut se comprendre vu tout ce qu'il vivait alors qu'il était encore très jeune, et ses allégations graves contre lui qui étaient complètement manufacturées si on croit à sa version de l'histoire, ont précipité son renvoi et sa déchéance. Cependant, en étant plus épanoui dans une nouvelle vie, on peut espérer que la WWE lui donne une deuxième chance, comme beaucoup d'autres catcheurs y ont eu droit avant lui. Et c'est mon débat pour vous. S'il faisait son retour dans la fédération de Stamford, quel personnage imaginez-vous pour Patrick Clark? Quelle storyline envisagez-vous pour lui? Est-ce que vous trouvez qu'il mérite d'y revenir? Venez donner votre avis dans les commentaires. Je suis bien curieux de savoir votre ressenti, et ce sera enrichissant de partager nos points de vue, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez passé un bon moment, merci de mettre un bon gros pouce bleu à ce documentaire. Et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez jamais qu'on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.